Le 8 juillet 1853, 4 navires à vapeur américains pénètrent dans la baie d'Edo. Les Japonais les nomment immédiatement les bateaux noirs à cause de la fumée noire qui s'échappe de leurs cheminées. À leur bord, le commodore Matthew Perry porte une lettre du président américain Millard Fillmore. Le message est simple. Le Japon doit ouvrir ses ports au commerce occidental. Perry dispose ses 4 canonnières, le Mississippi, le Plymouth, le Saratoga et le Susquehanna, de manière à pouvoir bombarder la ville d'Uraga. Les Japonais découvrent avec stupeur que leurs armements sont complètement dépassés face à ces canons Paikshans. Le shogunat Tokugawa, qui dirige le pays depuis 1603, se trouve face à un dilemme. Depuis plus de 2 siècles, le Japon pratique le sakoku, une politique d'isolement volontaire qui limite les contacts avec l'étranger au seul port de Nagasaki pour les Néerlandais et les Chinois. Le 14 juillet 1853, sous la menace, les délégués japonais acceptent de recevoir la lettre de Perry. Ce dernier repart en promettant de revenir avec davantage de navires. Le shogunat se trouve dans une position impossible. Il a vu ce qui s'est passé en Chine lors des guerres de l'opium. Les puissances occidentales ont écrasé l'empire chinois et lui ont imposé des traités humiliants. La Chine, cette puissance que le Japon respectait depuis des siècles, s'est fait fragmenter et coloniser morceau par morceau. En février 1854, Perry revient avec 8 navires de guerre, dont 4 à vapeur. Cette fois, l'escadre comprend non seulement des navires américains, mais aussi britanniques, français, néerlandais et russes. Le message est clair. C'est l'Occident entier qui se tient à la porte du Japon. Le 31 mars 1854, le shogunat signe la convention de Kanagawa. Les ports japonais s'ouvrent aux navires américains. C'est le début d'une série de traités qui seront signés avec toutes les grandes puissances occidentales dans les années suivantes. Ces traités sont profondément inégaux. Le Japon doit accepter des droits de douane extrêmement faibles, à l'avantage des Occidentaux. Les étrangers bénéficient de l'extraterritorialité. Ils ne peuvent pas être jugés par les tribunaux japonais, même s'ils commettent des crimes sur le sol nippon. Le Japon perd le contrôle de ses tarifs douaniers et de sa politique commerciale. Le pays se retrouve dans la même situation humiliante que la Chine. L'ouverture forcée du pays provoque une crise politique majeure. Le shogunat Tokugawa perd toute légitimité. Comment peut-il prétendre protéger le Japon alors qu'il vient de céder aux exigences occidentales sans combattre? Le chômage explose, les prix montent en flèche, l'inflation ravage l'économie et les maladies européennes se répandent dans le pays. Le système féodal qui a maintenu la stabilité pendant 2 siècles et demi se fissure de toutes parts. Dans les provinces du sud-ouest, notamment les domaines de Satsuma et de Choshu, des samouraïs réformateurs commencent à s'organiser. Leur slogan est « Sono-Joa », révérer l'empereur et expulser les barbares. Mais ces hommes ne sont pas de simples xénophobes. Certains d'entre eux, comme Ito Hirobumi, ont voyagé en Occident. Ils ont vu la puissance industrielle et militaire des nations européennes. Ils comprennent que le Japon ne pourra pas expulser les Occidentaux par la force. La seule solution est de devenir aussi puissant qu'eux. En novembre 1867, le shogun Yoshinobu Tokugawa abdique. Il rend tous les pouvoirs à l'empereur. Le régime du Bakufu s'effondre. Mais cette transition ne se fait pas sans violence. La guerre de Boshin éclate en 1868 entre les partisans du shogunat et ceux de l'empereur. Les forces du Sud, mieux entraînées et équipées d'armements modernes, écrasent les troupes du shogun. En juillet 1868, le shogun se rend. Une poche de résistance tient encore sur l'île d'Hokkaido, où est créée l'éphémère république d'Ezo, mais elle tombe à son tour en 1869. L'empereur Mutsuhito, âgé de seulement 15 ans lorsqu'il prend le pouvoir, choisit le nom de Meiji pour son règne. Le terme signifie « gouvernement éclairé ». Edo est rebaptisé Tokyo et devient la nouvelle capitale impériale. C'est le début de l'ère Meiji, qui va transformer le Japon de fond en comble. Dès le début de la restauration Meiji, le nouveau gouvernement fait une promesse solennelle à travers la charte du serment. Le Japon doit renforcer sa puissance en acquérant de nouveaux savoirs et de nouvelles technologies à l'étranger. Cette décision marque une rupture radicale avec la politique d'isolement des Tokugawa. En août 1871,
le gouvernement Meiji abolit le système traditionnel des fiefs et le remplace par des préfectures sous autorité centralisée. C'est une révolution sans effusion de sang. Les daimyos, ces seigneurs féodaux qui contrôlaient leur propre territoire depuis des siècles, acceptent de remettre leurs terres à l'État. Comment une telle transformation est-elle possible? Elle repose sur le prestige de l'empereur Meiji, chef suprême de la religion Shinto. Après 260 ans de shogunat Tokugawa, le démantèlement du système féodal représente une transformation colossale. 4 mois seulement après cette réforme, les architectes du changement quittent le Japon. Iwakura Tomomi, Kido Takayoshi et Okubo Toshimichi embarquent pour un voyage qui durera 18 mois. Leur mission, observer les conditions aux États-Unis et en Europe. La mission Iwakura comprend une 50aine de hauts responsables, dont Ito Hirobumi, futur architecte de la Constitution japonaise. 50 étudiants accompagnent la délégation, dont 5 jeunes femmes. La plus jeune, Tsuda Umeko, n'a que 6 ans. Elle deviendra plus tard une pionnière de l'éducation féminine au Japon. La mission quitte Yokohama le 23 décembre 1871 à bord du SS America. Pendant près de 2 ans, elle va parcourir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Russie, l'Empire allemand, le Danemark, la Suède, l'Autriche, l'Italie et la Suisse. Au retour, elle visite aussi l'Égypte, Aden, Ceylan, Singapour, Saïgon, Hong Kong et Shanghai. L'objectif initial est double: renégocier les traités inégaux et rassembler des informations sur l'éducation, les technologies, les cultures, les sciences militaires, sociales et économiques des pays visités. Sur le premier point, la mission échoue. Les puissances occidentales refusent de réviser les traités tant que le Japon ne correspond pas aux standards sociaux, politiques et économiques des pays occidentaux. Cette humiliation renforce la conviction des membres de la mission. La modernisation doit être totale. Les délégués visitent des chemins de fer, des usines, des mines de charbon, des aciéries, des ateliers. Ils observent même des usines de production de bière et de biscuits. En Grande-Bretagne, ils découvrent que la révolution industrielle ne remonte qu'à 4 ou 5 décennies, ce qui signifie que le Japon peut rattraper son retard. En Prusse, ils constatent comment l'éducation universelle produit des citoyens disciplinés et capables. En France, ils étudient les codes juridiques qui assurent la prévisibilité du droit. Chaque jour, les membres de la mission se réunissent, débattent et échangent leurs opinions. Ils comprennent que la puissance occidentale ne vient pas seulement de la technologie, mais de l'organisation politique et sociale qui a permis à cette technologie de se développer. L'historien Kume Kunitake, secrétaire privé d'Iwakura, tient un journal détaillé du voyage. Il publiera plus tard un compte rendu en 5 volumes qui servira de guide pour les réformes japonaises. De leur voyage, les dirigeants japonais tirent une philosophie. Wakon Yosai, esprit japonais et technique occidentale. Le Japon doit adopter la technologie et les institutions occidentales tout en préservant son identité nationale. Cette approche se résume en 2 expressions: Fukoku Kyohei, enrichir le pays, renforcer l'armée, et Shokusan Kogyo, augmenter la production, promouvoir l'industrie. Pendant l'absence de la mission Iwakura, le gouvernement intérimaire lance des réformes massives. En 1872, la scolarité devient obligatoire au primaire. Toute forme de trafic d'êtres humains est interdite. Le calendrier grégorien remplace le calendrier lunaire traditionnel. Les 4 classes sociales traditionnelles, samouraïs, paysans, artisans et marchands, sont abolies en 1871. Les daimyos et les samouraïs perdent leurs droits et privilèges. Cette réorganisation provoque des révoltes dans le pays jusqu'en 1877. En 1873, une nouvelle taxe foncière est instituée, ainsi que la conscription. L'impôt foncier payé en argent remplace le système de redevance en nature. Cette mesure oblige les paysans à entrer dans une économie monétaire. Elle fragilise certaines populations rurales, mais permet de financer l'industrialisation rapide du pays. Le gouvernement japonais recrute massivement des conseillers étrangers, des Allemands pour l'armée de terre, des Britanniques pour la marine, des Français pour le droit et l'administration.
l'Italien Antonio Fontanesi vient enseigner la peinture occidentale. Le but initial est utilitaire, former des Japonais capables de réaliser des dessins fidèles pour les grands chantiers de modernisation, du chemin de fer à la construction navale. En 1872, la première ligne de chemin de fer est inaugurée, reliant Shimbashi à Yokohama. Le réseau ferroviaire s'étend rapidement à travers tout le pays. Des lignes de tramway à cheval apparaissent dans les villes. La télégraphie permet une communication rapide à travers le pays. Les navires à vapeur remplacent progressivement les navires traditionnels à voile. Le paysage urbain se transforme radicalement. Sur le modèle occidental, les quartiers de Ginza et Marunouchi sortent de terre à Tokyo. Les routes sont pavées, les bâtiments sont construits en briques, les réverbères à gaz font leur apparition. L'architecture mélange les éléments traditionnels japonais et les techniques occidentales. En 1889, le Japon promulgue sa première constitution impériale. Elle s'inspire du modèle prussien et investit l'empereur d'un pouvoir central fort. La première session de la Diète, le Parlement japonais, a lieu l'année suivante. L'élection se fait au suffrage censitaire masculin. Le Japon se dote ainsi des institutions politiques d'un État moderne. Le yen est créé en 1871 pour uniformiser et faciliter les échanges commerciaux. Le système monétaire japonais s'aligne sur les standards occidentaux. Les banques se développent selon le modèle européen. Le gouvernement met en place un nouveau système d'impôts basé sur une taxe foncière pour générer des revenus stables. Le gouvernement Meiji investit massivement dans les industries modèles, textiles, chantiers navals, mines, raffineries de métal. Mais il n'a pas les moyens de gérer toutes ces entreprises sur le long terme. Il décide donc de les revendre à des prix avantageux à des conglomérats privés. C'est ainsi que naissent les zaibatsu, ces cliques financières qui vont dominer l'économie japonaise. Les plus anciens, comme Mitsui et Sumitomo, ont des racines qui remontent à la période Edo. La famille Mitsui dirigeait des commerces depuis 1616, quand son fondateur Samurai avait commencé à brasser du saké et de la sauce soja. D'autres zaibatsu, comme Mitsubishi et Yasuda, se développent pendant l'ère Meiji en profitant de leurs liens étroits avec le gouvernement. Ces conglomérats contrôlent des entreprises dans tous les secteurs majeurs de l'économie. Mitsui possède des compagnies dans la banque, l'agroalimentaire, le commerce extérieur, les mines, les assurances, le textile, le sucre, la machinerie. Les zaibatsu sont organisés autour d'une seule famille et utilisent leur banque pour mobiliser le capital. Ils bénéficient de monopoles lucratifs, de subventions et de concessions fiscales accordées par le gouvernement. En retour, ils aident à financer des entreprises semi-officielles stratégiques au Japon et à l'étranger, notamment à Taïwan et en Corée. Cette intégration verticale de toutes les étapes de la production et du financement permet aux zaibatsu de diriger toutes les opérations et de contrôler les prix du marché. Ils éliminent efficacement la concurrence. L'organisation contrôlée des zaibatsu sur de larges secteurs de l'économie sera responsable de l'industrialisation réussie du Japon et de sa croissance rapide en tant que puissance économique. Mais cette concentration du pouvoir économique crée aussi des inégalités massives. Les grands conglomérats s'enrichissent considérablement, tandis que les populations rurales se trouvent fragilisées par les réformes fiscales et l'entrée forcée dans l'économie monétaire. En 1894, le Japon entre en guerre contre la Chine pour le contrôle de la Corée. Cette guerre sino-japonaise dure moins d'1 an. L'armée japonaise, modernisée selon les standards occidentaux, écrase facilement les forces chinoises. La dynastie Qing n'était pas préparée à affronter une armée aussi moderne. Par le traité de Shimonoseki en 1895, le Japon obtient Taïwan, la péninsule du Liaodong et une énorme indemnité de guerre. Mais la victoire se transforme en humiliation diplomatique. La Russie, soutenue par la France et l'Allemagne, contraint le Japon à renoncer à la péninsule du Liaodong. Cette intervention, connue sous le nom de Triple Intervention, enfonce profondément dans la psyché japonaise le sentiment d'injustice. Le Japon a gagné la guerre selon les règles occidentales, mais les puissances européennes lui refusent les fruits de sa victoire. Pire encore, la Russie obtient ensuite un bail de 25 ans sur Port Arthur, précisément le territoire que le Japon avait dû abandonner. Les Russes s'empressent de fortifier le port et en font leur plus importante base navale en Asie.
Cette humiliation alimente le ressentiment japonais et prépare le terrain pour un conflit futur. Malgré cette frustration, la guerre sino-japonaise marque un tournant majeur. Le Japon a démontré qu'un pays asiatique modernisé pouvait vaincre une puissance traditionnelle de la région. La victoire prouve qu'il est possible de se moderniser et de devenir puissant sans être complètement dépendant de l'Occident. Le Japon montre qu'on peut être moderne sans être occidental. Au tournant du siècle, les tensions entre le Japon et la Russie s'intensifient. La Russie, engagée dans une expansion vers le sud pour sécuriser des ports qui ne gèlent pas l'hiver, cherche à occuper la Mandchourie et à élargir son influence en Corée. Ces ambitions heurtent directement les intérêts japonais. En 1902, le Japon signe une alliance avec la Grande-Bretagne. Pour Londres, cette alliance vise à contenir l'expansion russe en Asie. Pour Tokyo, c'est une reconnaissance internationale et une assurance contre une intervention européenne comme celle de 1895. Cette alliance va jouer un rôle crucial dans la guerre qui se prépare. En janvier 1904, le Japon adresse un ultimatum à la Russie au sujet de la Mandchourie. N'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante, le Japon attaque par surprise l'escadre navale de Port Arthur le 8 février 1904. Cette attaque surprise, sans déclaration de guerre préalable, préfigure Pearl Harbor 37 ans plus tard. 3 navires russes sont coulés. Le 10 février, l'empereur du Japon déclare officiellement la guerre à la Russie. Le monde parie sur une victoire russe. L'Empire russe est le plus vaste État de la planète et le deuxième en population après la Chine, avec près de 140 millions d'habitants. Il est entré dans la modernité occidentale depuis plus de 2 siècles. Le Japon ne compte que 48 millions d'habitants et n'est entré dans la modernité que 3 décennies plus tôt. Comment ce petit archipel pourrait-il vaincre le géant russe? Mais le Japon possède plusieurs avantages décisifs. Ses lignes de communication sont courtes. Ses troupes sont bien entraînées et motivées. Sa marine est moderne et homogène. La Russie, au contraire, doit acheminer ses troupes et son matériel par le transsibérien, un chemin de fer qui n'est pas encore complètement achevé. Ses forces en Extrême-Orient sont éloignées de leur base et mal coordonnées. En mars 1904, les forces japonaises débarquent en Corée et conquièrent rapidement le pays. Elles exploitent leur avancée et mettent le siège devant Port Arthur en août. Le siège devient l'une des batailles les plus sanglantes du conflit. Les Japonais lancent des assauts frontaux contre les fortifications russes et subissent des pertes terribles. Pour la première fois dans l'histoire militaire, l'explosif tue davantage que les balles de fusil. Les obusiers japonais de 280 mm bombardent la forteresse depuis 7 km. Port Arthur finit par capituler en janvier 1905 après 10 mois de siège. La bataille décisive sur terre se déroule à Moukden en février-mars 1905. Le général russe Kouropatkin dispose de 300 000 hommes sur une ligne de 80 km avec un millier de canons. Le maréchal japonais Oyama dispose de forces équivalentes. Les combats, meurtriers et épuisants, préfigurent ceux de la Première Guerre mondiale. Après 2 semaines, les Russes, épuisés et en voie d'être encerclés, abandonnent Moukden et se retirent au-delà de la Mandchourie. Les pertes sont catastrophiques. 96 000 Russes, dont 20 000 prisonniers et 70 000 Japonais. Les Japonais savourent leur victoire mais sont hors d'état de poursuivre leur adversaire. Pendant l'hiver 1904 à 1905, l'amirauté russe décide d'envoyer en Extrême-Orient sa flotte de la Baltique, commandée par l'amiral Rojestvensky. Cette flotte comprend 8 cuirassés, dont les 4 plus récents de la marine russe. Elle doit parcourir 18 000 milles nautiques pour atteindre le Pacifique. Le voyage est un cauchemar. La Grande-Bretagne, alliée du Japon, refuse l'utilisation du canal de Suez et interdit à la flotte de se ravitailler dans les colonies britanniques. Les Russes doivent contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. À chaque escale, ils frôlent l'incident diplomatique. Ils inventent le ravitaillement en pleine mer, avec des câbles et des poulies. Le charbon est entassé partout, dans les cales, sur les ponts, dans les coursives, jusque dans les cabines des officiers. Les navires manquent de couler dans un ouragan en doublant le cap. Il faut de janvier à mai 1905 pour que les navires russes arrivent dans le Pacifique. Contrairement aux navires russes couverts d'algues et de bernacles, très éprouvés par leur long voyage, les navires japonais sortent de carénage
et opèrent près de leur base. Leurs équipages sont entraînés et aguerris par la campagne de Port Arthur. Le 27 mai 1905, un croiseur auxiliaire japonais en patrouille signale l'escadre russe dans le détroit de Tsushima, qui sépare la Corée du Japon. L'amiral Togo fait aussitôt appareiller ses navires pour intercepter l'ennemi. En début d'après-midi, les deux flottes entrent en contact visuel. La bataille de Tsushima dure 2 jours. C'est un massacre. La flotte japonaise détruit systématiquement les navires russes. Les gros canons à long rayon des Japonais sont plus efficaces que les batteries mixtes des Russes. La compétence des équipages japonais est clairement supérieure à celle des réservistes et jeunes recrues russes. Sur 45 navires russes, seuls 6 parviennent difficilement à s'enfuir. La flotte de la Baltique est anéantie. La victoire japonaise est totale. Le gouvernement russe, qui ne dispose plus de flotte dans la région ni de réserves terrestres dignes de ce nom, décide d'entamer des négociations. Le tsar Nicolas II doit aussi faire face à de graves difficultés intérieures. La révolution de 1905 menace son trône. Le président américain Theodore Roosevelt propose sa médiation. Les négociations se tiennent à Portsmouth aux États-Unis en septembre 1905. Serge Witte, Premier ministre russe, accepte la cession au Japon de la Corée, de la région de Port Arthur et de la moitié sud de Sakhaline. Mais il refuse de payer une indemnité de guerre. Le traité de Portsmouth consacre la victoire japonaise. Le Japon prend la moitié de l'île de Sakhaline et voit ses droits en Mandchourie reconnus. Les États-Unis et la Grande-Bretagne reconnaissent par traité les droits japonais sur la Corée. En 1910, le Japon annexera la Corée et en fera une colonie. Mais l'opinion publique japonaise est furieuse. Le peuple a supporté 10 années de hausse d'impôts et d'énormes sacrifices. Plus d'1 million de soldats ont été déployés. Le coût de la guerre s'est élevé à 1,7 milliard de yens, dont 1,35 milliard en dette publique. Le jour de la signature du traité, le 5 septembre 1905, un rassemblement au parc de Hibiya tourne en émeute. Des citoyens furieux attaquent la résidence du ministre de l'Intérieur, des postes de police et un quartier de geisha. La réalité est que le Japon était également à bout de souffle. Il n'avait ni le financement, ni les armes, ni les soldats pour continuer à se battre. La Russie, malgré ses défaites, disposait encore d'énormes réserves. Le Japon a gagné militairement mais ne peut pas imposer ses conditions. Les conséquences géopolitiques de la victoire japonaise sont immenses. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un peuple asiatique a vaincu une puissance européenne. Cette victoire sidère le monde entier et ébranle l'ordre colonial. En Asie, les mouvements nationalistes se réveillent. Si le Japon a pu vaincre la Russie, cela signifie que les Occidentaux ne sont pas invincibles. Des troubles éclatent en Inde en 1906 à 1907, en Indochine en 1908. La victoire japonaise inspire les peuples colonisés à résister aux puissances européennes. En Occident, les réactions sont mitigées. Certains Européens admirent la modernisation réussie du Japon. D'autres s'inquiètent de l'émergence d'une nouvelle puissance. L'empereur allemand Guillaume II parle du péril jaune et appelle à la défense de la civilisation blanche et chrétienne contre les masses asiatiques. Cette rhétorique raciste trouve un écho en Europe, bien que moins en Grande-Bretagne, alliée du Japon, et de manière divisée en France, partagée entre son alliance avec la Russie et un important mouvement japanophile. Aux États-Unis, l'idée du péril jaune reste très présente. Le pays a déjà une importante immigration chinoise et japonaise sur sa côte ouest. La victoire du Japon alimente les craintes raciales. Des lois discriminatoires sont adoptées pour limiter l'immigration asiatique. Pour la Russie, la défaite est catastrophique. La confiance aveugle du peuple russe dans l'invincibilité du tsar s'effondre. La marine est démoralisée. La révolution de 1905, bien qu'elle échoue, représente la première étape vers l'effondrement du régime tsariste en 1917. La guerre russo-japonaise a semé les graines de la révolution bolchevique. Sur le plan militaire, la guerre russo-japonaise préfigure les conflits du XXe siècle. Les tranchées, les barbelés, les mitrailleuses, les obus explosifs, les sièges prolongés, tout annonce les horreurs de la Première Guerre mondiale. Les observateurs militaires européens étudient attentivement les batailles japonaises, mais beaucoup ne tirent pas les bonnes leçons.
Ils sous-estiment la puissance de feu défensive et continuent à croire en l'offensive à outrance. Pendant que le Japon s'impose comme puissance militaire, la société japonaise vit une transformation profonde. L'éducation devient un outil majeur de modernisation. En 1872, moins de 30% des enfants sont scolarisés. En 1905, ce taux dépasse 90%. Le gouvernement construit des milliers d'écoles à travers le pays. Le système éducatif japonais mélange les modèles occidentaux et les valeurs traditionnelles. Le rescrit sur l'éducation de 1890 définit les valeurs fondamentales que l'école doit transmettre. Loyauté envers l'empereur, piété filiale, harmonie sociale. Les élèves apprennent les sciences et les techniques occidentales tout en restant fidèles à l'esprit japonais. La culture japonaise se trouve tiraillée entre tradition et modernité. Un mouvement anti-bouddhiste radical va jusqu'à incendier des temples et détruire des statues. D'autres intellectuels cherchent à préserver l'identité japonaise face au raz-de-marée occidental. Ernest Fenollosa, un Américain venu enseigner au Japon, joue un rôle crucial dans la création du Nihonga, un style de peinture qui intègre des techniques occidentales tout en conservant l'esprit japonais. La langue japonaise elle-même se transforme. Les caractères katakana sont retenus pour transcrire les mots occidentaux. Des milliers de nouveaux termes sont créés ou importés. Le mot bijutsu, beaux-arts, est calqué du français. La traduction d'ouvrages occidentaux apporte de nouvelles sources d'inspiration aux intellectuels japonais. L'architecture témoigne de ces transformations. Les bâtiments en briques remplacent les structures traditionnelles en bois dans les centres-villes. Le ciment fait son apparition. Mais les architectes japonais ne se contentent pas de copier les modèles occidentaux. Ils créent une synthèse qui intègre des éléments traditionnels dans des structures modernes. La condition des femmes évolue lentement. Tsuda Umeko, qui avait accompagné la mission Iwakura à l'âge de 6 ans, fonde une institution pour l'éducation féminine qui portera plus tard son nom. D'autres pionnières ouvrent des écoles pour filles. Mais les femmes restent largement exclues de la vie politique. Le suffrage reste censitaire et masculin. Les campagnes subissent les contre-coups de la modernisation. La taxe foncière en argent oblige les paysans à vendre leurs récoltes. Les mauvaises années, ils s'endettent et perdent leurs terres. Beaucoup migrent vers les villes pour travailler dans les nouvelles usines. Les conditions de travail sont souvent terribles. Journée de 12 heures, salaire misérable, absence de protection sociale. La rapidité de la modernisation pose une question fondamentale. Le Japon peut-il devenir moderne sans perdre son âme? Cette tension traverse toute l'ère Meiji. L'écrivain Natsume Soseki, qui vécut à cheval entre l'époque Edo et l'ère Meiji, anticipe dès la fin du XIXe siècle la critique d'une modernité incomplète et boiteuse. Il compose de nombreux poèmes en chinois classique, tout en écrivant des romans qui explorent les tensions de la société moderne. L'intellectuel Fukuzawa Yukichi, fondateur de l'université Keio, prône le Datsuha, New-O, quitter l'Asie, entrer en Europe. Pour lui, le Japon doit adopter complètement la civilisation occidentale pour devenir une nation moderne. Il critique les valeurs confucéennes traditionnelles qui, selon lui, maintiennent la société dans le conservatisme. D'autres intellectuels rejettent cette vision. Le philosophe Nishida Kitaro cherche à créer une philosophie japonaise moderne qui ne soit pas une simple copie de la pensée occidentale. Il intègre les concepts zen bouddhistes dans une réflexion philosophique moderne. Son travail influence profondément la pensée japonaise du XXe siècle. Ces débats ne sont pas seulement intellectuels, ils reflètent une angoisse collective. Le Japon est-il en train de se moderniser ou de se soumettre? A-t-il simplement échangé la domination chinoise contre la domination occidentale? La rapidité avec laquelle le pays a adopté les institutions, les technologies et même les vêtements occidentaux inquiète certains observateurs. Le port du kimono traditionnel diminue dans les villes. Les hommes adoptent le costume occidental. Les femmes de la haute société portent des robes à l'européenne lors des réceptions officielles. Les coupes de cheveux changent, les samouraïs abandonnent leur chignon traditionnel. Ces transformations vestimentaires symbolisent un changement plus profond. La nourriture elle-même se transforme. Le bœuf, qui était rarement consommé avant l'ère Meiji, devient populaire dans les villes. Les restaurants de cuisine occidentale ouvrent leurs portes. Le pain fait son apparition,
bien qu'il reste marginal. Mais le riz demeure l'aliment de base et les plats traditionnels conservent leur place centrale. La musique occidentale arrive au Japon. Les fanfares militaires introduisent les instruments à vent. Les écoles enseignent le chant choral sur le modèle européen. Mais la musique traditionnelle, avec ses instruments comme le shamisen ou le koto, continue d'être pratiquée et appréciée. Le développement industriel se poursuit à un rythme effréné. En 1870, le Japon ne possède pratiquement aucune industrie moderne. En 1914, il est devenu une puissance industrielle significative. Cette transformation s'accomplit en moins de 50 ans. L'industrie textile conduit le mouvement. Les filatures de coton se multiplient. En 1890, le Japon compte 278 000 broches à filer. En 1913, ce nombre atteint 2,4 millions. La production de soie brute double entre 1890 et 1929. Le Japon devient le premier exportateur mondial de soie grâce à sa main-d'œuvre bon marché et disciplinée. Les industries lourdes se développent plus lentement, mais progressent régulièrement. La production d'acier passe de 26 000 tonnes en 1900 à 255 000 tonnes en 1913. Les chantiers navals japonais construisent des navires modernes. L'industrie chimique émerge. Les mines de charbon augmentent leur production pour alimenter les usines et les chemins de fer. Le réseau ferroviaire s'étend rapidement. En 1872, la première ligne ne fait que 29 km. En 1914, le Japon possède plus de 11 000 km de voies ferrées. Le train transforme l'économie en permettant le transport rapide des marchandises et des personnes. Il unifie le marché national et facilite l'intégration économique. Les banques se développent selon le modèle occidental. La Banque du Japon est créée en 1882 sur le modèle de la Banque nationale de Belgique. Elle centralise l'émission monétaire et régule le système bancaire. Les grandes banques commerciales financent l'expansion industrielle. Mais cette industrialisation crée des tensions sociales énormes. Les travailleurs, principalement des jeunes femmes venues des campagnes, vivent dans des conditions misérables. Les dortoirs surpeuplés rappellent les prisons. Les journées de travail s'étendent sur 12 à 14 heures. Les salaires suffisent à peine pour survivre. Les maladies, notamment la tuberculose, frappent durement les ouvrières du textile. Les premières grèves éclatent dans les années 1880. Le mouvement ouvrier commence à s'organiser malgré la répression. En 1897, une loi sur les usines est proposée, mais elle ne sera adoptée qu'en 1911, et encore avec de nombreuses exemptions. Le gouvernement privilégie le développement économique au détriment de la protection sociale. La victoire contre la Chine en 1895 et contre la Russie en 1905 lance le Japon dans l'impérialisme. Taïwan devient une colonie japonaise en 1895. Le gouvernement colonial investit dans les infrastructures, routes, chemins de fer, ports. Il développe la production de sucre et de riz pour alimenter le marché japonais. La population taïwanaise subit une domination dure. Les révoltes sont réprimées dans le sang. La Corée passe progressivement sous contrôle japonais. En 1905, le traité de Portsmouth reconnaît les droits spéciaux du Japon sur la péninsule. Un résident général japonais est installé à Séoul. En 1907, l'empereur coréen Gojong est forcé d'abdiquer après avoir tenté de dénoncer la domination japonaise lors de la conférence de La Haye. Son fils Sunjong lui succède mais ne dispose d'aucun pouvoir réel. En 1910, le Japon annexe officiellement la Corée. Le pays devient une colonie appelée Chosun. Le gouvernement général japonais impose une politique d'assimilation. Les Coréens doivent adopter des noms japonais. L'enseignement de la langue coréenne est progressivement restreint. Les terres agricoles sont confisquées au profit de colons japonais. La résistance coréenne est écrasée par la force. Le Japon justifie son impérialisme en reprenant les arguments des puissances occidentales. Il prétend apporter la civilisation et la modernité aux peuples arriérés d'Asie. Il se présente comme le leader naturel de l'Asie face à l'Occident. Mais dans les faits, la domination japonaise ne diffère guère de la domination européenne. Exploitation économique, répression politique, destruction culturelle. Cette expansion coloniale transforme profondément le Japon. L'Empire fournit des matières premières et des débouchés pour l'industrie japonaise. Il permet d'employer les officiers et fonctionnaires formés en excès.
Mais il nourrit aussi un militarisme croissant. L'armée japonaise gagne en prestige et en influence politique. Elle commence à échapper au contrôle civil. En 1912, l'empereur Meiji meurt après 44 ans de règne. Son fils Yoshihito lui succède sous le nom de Taisho. Son règne durera jusqu'en 1926. Cette période, connue sous le nom d'ère Taisho, voit l'apogée et le déclin du libéralisme japonais. Le Japon de 1912 est méconnaissable par rapport à celui de 1868. Le pays possède une industrie moderne, une armée puissante, un empire colonial. Il a vaincu 2 grandes puissances et gagné le respect des nations occidentales. Les traités inégaux ont été progressivement renégociés. En 1911, le Japon récupère le contrôle de ses tarifs douaniers. L'extraterritorialité est abolie. Mais cette modernisation rapide a un coût humain terrible. Les campagnes s'appauvrissent tandis que les villes s'enrichissent. Les inégalités sociales s'aggravent. Les zaibatsu accumulent des fortunes colossales pendant que les ouvriers survivent à peine. La démocratie reste limitée. Seul 1 à 2% de la population peut voter. La Constitution de 1889, bien qu'elle établisse un parlement, maintient l'empereur au centre du système politique. Les ministres sont responsables devant l'empereur, pas devant la diète. L'armée et la marine répondent directement à l'empereur. Ce système permet aux militaires de court-circuiter le gouvernement civil. Les tensions entre tradition et modernité persistent. Le gouvernement promeut simultanément le progrès technique et les valeurs confucéennes. Il encourage l'industrialisation tout en glorifiant le passé féodal. Cette contradiction crée une identité nationale ambiguë. Le Japon veut être moderne comme l'Occident, mais refuse d'être occidental. L'éducation reflète cette ambivalence. Les écoles enseignent les sciences et les techniques occidentales, mais inculquent aussi le culte de l'empereur et la supériorité du Yamato Damashi, l'esprit japonais. Les manuels scolaires glorifient les samouraïs et leur code d'honneur. Cette éducation nationaliste prépare le terrain pour le militarisme des années 1930. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Le Japon, allié de la Grande-Bretagne depuis 1902, entre en guerre contre l'Allemagne. Mais son implication reste limitée. L'armée japonaise s'empare des colonies allemandes dans le Pacifique, les îles Marshall, les Carolines, les Mariannes. La marine japonaise escorte des convois alliés dans le Pacifique et l'océan Indien. L'objectif principal du Japon est d'étendre son influence en Chine. En janvier 1915, le gouvernement japonais présente à la Chine les 21 demandes. Ces exigences visent à transformer la Chine en protectorat japonais. Elles demandent le contrôle de la Mandchourie, de la Mongolie intérieure et de provinces côtières. Elles exigent que des conseillers japonais soient placés dans le gouvernement chinois. La Chine, affaiblie et divisée, cède partiellement. Elle accepte certaines demandes, mais résiste aux plus humiliantes. L'opinion publique chinoise se révolte. Le 9 mai 1915, jour où la Chine capitule, devient le jour de l'humiliation nationale. Le ressentiment chinois envers le Japon s'approfondit. La guerre profite économiquement au Japon. Les puissances européennes, occupées à s'entretuer, délaissent les marchés asiatiques. Les industries japonaises remplissent le vide. Les exportations explosent. L'économie connaît un boom sans précédent. Les zaibatsu accumulent des profits énormes. Une nouvelle classe de nouveaux riches émerge. Mais cette prospérité est inégalement répartie. L'inflation galope. Les prix du riz doublent puis triplent. Les salaires ne suivent pas. En août 1918, des émeutes du riz éclatent dans tout le pays. Des foules furieuses attaquent les marchands de riz et pillent les magasins. Le gouvernement déploie l'armée pour réprimer les troubles. Ces émeutes révèlent les tensions sociales accumulées pendant la modernisation rapide. En janvier 1919, les vainqueurs de la guerre se réunissent à Versailles pour redessiner la carte du monde. Le Japon envoie une délégation importante. Il réclame l'héritage des colonies allemandes dans le Pacifique et les concessions allemandes en Chine. Sur ces points, il obtient satisfaction. Mais sur un autre sujet, il essuie un refus humiliant. La délégation japonaise propose d'inclure dans le pacte de la Société des Nations une clause sur l'égalité raciale. Cette proposition demande que les nations membres reconnaissent le principe de l'égalité de toutes les nations et de tous les peuples.
C'est une demande modeste qui ne change rien concrètement, mais qui aurait une valeur symbolique importante. Les puissances occidentales rejettent la proposition. L'Australie s'oppose farouchement par crainte que cela remette en cause sa politique d'immigration blanche. Les États-Unis, qui pratiquent la ségrégation raciale, ne peuvent pas accepter. La Grande-Bretagne, qui possède un vaste empire colonial, refuse également. Le président américain Woodrow Wilson, qui préside la conférence, déclare que la mesure ne peut pas être adoptée sans unanimité. Ce rejet blesse profondément l'orgueil japonais. Le Japon a combattu aux côtés des Alliés. Il a adopté les institutions occidentales. Il est devenu une puissance industrielle et militaire. Mais les Occidentaux continuent à le traiter comme inférieur. Cette humiliation alimente le ressentiment nationaliste qui explosera dans les années suivantes. Le traité de Versailles attribue au Japon les anciennes colonies allemandes du Pacifique sous mandat de la Société des Nations. Il confirme aussi les droits japonais sur les anciennes concessions allemandes dans la province chinoise du Shandong. Cette dernière clause provoque la fureur des Chinois. Le 4 mai 1919, des manifestations massives éclatent à Pékin. C'est le début du mouvement du 4 mai qui transforme la politique chinoise. Les années 1920 voient le Japon osciller entre libéralisme et autoritarisme. La période Taisho connaît une certaine démocratisation. Les partis politiques gagnent en influence. Le suffrage est progressivement élargi. En 1925, le suffrage universel masculin est adopté. Tous les hommes de plus de 25 ans peuvent voter, indépendamment de leur niveau de richesse. Mais cette démocratisation s'accompagne d'une répression accrue. La même année 1925, la loi de préservation de la paix est adoptée. Elle punit de prison toute personne cherchant à modifier le kokutai, l'essence nationale japonaise centrée sur l'empereur. Cette loi vise principalement les communistes et les socialistes. Elle sera utilisée pour réprimer toute dissidence. L'armée japonaise développe sa propre vision politique. De jeunes officiers, souvent issus de milieux modestes, développent une idéologie nationaliste radicale. Ils critiquent les zaibatsu, les partis politiques et les élites civiles qu'ils accusent de corruption. Ils prônent un retour aux valeurs samouraïs et un État centré sur l'empereur. Leur influence grandit dans les années 1920 et 1930. Le krach boursier de 1929 et la Grande Dépression frappent durement le Japon. Les exportations s'effondrent, le chômage explose. Les paysans, déjà appauvris, sombrent dans la misère. Des familles vendent leurs filles aux maisons closes pour survivre. Cette crise économique discrédite les élites civiles et renforce l'attrait du militarisme. En septembre 1931, l'armée du Kwantung, stationnée en Mandchourie, déclenche l'incident de Mukden. Des officiers japonais font exploser une section du chemin de fer sud-mandchou et accusent les Chinois. Sans attendre l'autorisation de Tokyo, ils lancent une invasion de la Mandchourie. Le gouvernement civil tente de limiter l'escalade, mais l'armée fait fi de ses ordres. En mars 1932, le Japon proclame l'État fantoche du Mandchoukouo avec à sa tête Puyi, le dernier empereur de Chine. La Société des Nations condamne l'agression japonaise. En réponse, le Japon quitte la Société des Nations en 1933. Le pays s'isole diplomatiquement et s'enfonce dans le militarisme. 60 ans après l'arrivée des navires noirs de Perry, le Japon est devenu une puissance mondiale. Il possède une industrie moderne, une armée puissante, un empire colonial. Il a évité la colonisation et s'est imposé comme la seule nation asiatique capable de rivaliser avec l'Occident. Cette transformation est sans précédent dans l'histoire. Aucun pays n'avait jamais accompli une modernisation aussi rapide et complète. Le Japon est passé d'une société féodale à une puissance industrielle en moins de 50 ans. Il a adopté la technologie occidentale tout en préservant son identité nationale. Mais cette réussite a un prix. La modernisation s'est faite dans la violence et l'inégalité. Les paysans ont été sacrifiés pour financer l'industrialisation. Les ouvriers ont travaillé dans des conditions inhumaines. Les peuples colonisés ont subi une domination brutale. Le système politique reste autoritaire, malgré les apparences démocratiques. La question initiale demeure. Le Japon s'est-il modernisé ou soumis? La réponse n'est pas simple. Le Japon a adopté massivement les institutions, les technologies et les pratiques occidentales.
Il a copié les modèles européens dans presque tous les domaines. Sa constitution s'inspire de la Prusse. Son armée copie l'Allemagne. Sa marine imite la Grande-Bretagne. Son droit civil reprend le Code Napoléon. Mais le Japon n'a jamais été une simple colonie culturelle. Il a sélectionné ce qu'il voulait adopter et ce qu'il voulait rejeter. Il a adapté les institutions occidentales à ses besoins propres. La Constitution de 1889 ressemble à celle de la Prusse, mais maintient l'empereur au centre du système. L'éducation enseigne les sciences occidentales, mais inculque les valeurs japonaises. Le Japon a utilisé la modernisation comme un outil pour préserver son indépendance. Les dirigeants Meiji ont compris que la seule manière d'éviter la colonisation était de devenir aussi puissants que les colonisateurs. Ils ont adopté le jeu occidental pour ne pas être dominés par l'Occident. En ce sens, la modernisation était un acte de résistance autant que de soumission. Mais cette stratégie contenait une contradiction fondamentale. En devenant une puissance impériale, le Japon a reproduit les mêmes mécanismes de domination qu'il avait subis. Il a colonisé Taïwan et la Corée avec la même brutalité que les Européens colonisaient l'Afrique et l'Asie. Il a justifié son expansion par les mêmes arguments civilisateurs. En voulant échapper à la domination occidentale, le Japon est devenu lui-même un oppresseur. Cette contradiction va mener le pays à sa perte. Le nationalisme exacerbé, le militarisme, l'expansionnisme, tous ces éléments qui ont émergé pendant l'ère Meiji vont conduire le Japon à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. L'attaque de Pearl Harbor en 1941, la guerre totale en Asie-Pacifique, les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, tout cela découle en partie des choix faits pendant la modernisation Meiji. Le Japon a prouvé qu'un pays non occidental pouvait se moderniser sans être colonisé. Mais il a aussi montré les limites et les dangers d'une modernisation trop rapide et trop violente. La course effrénée vers la puissance a créé des déséquilibres sociaux, alimenté un nationalisme agressif et produit un militarisme incontrôlable. Aujourd'hui, le Japon est une démocratie pacifique et prospère. Mais les cicatrices de l'ère Meiji demeurent. Les tensions avec la Corée et la Chine sur les questions historiques reflètent l'héritage de l'impérialisme japonais. Le débat sur l'identité nationale entre tradition et modernité continue. La question de la relation avec l'Occident reste sensible. L'histoire du Japon face à l'Occident n'est ni celle d'une modernisation triomphante, ni celle d'une soumission totale. C'est l'histoire complexe d'un peuple qui a tenté de naviguer entre deux mondes, de préserver son identité tout en adoptant des formes étrangères, de devenir moderne sans devenir occidental. Cette tentative a réussi sur certains points et échoué sur d'autres. Elle en a produit des réalisations remarquables et des tragédies terribles. Elle continue d'influencer le Japon et l'Asie aujourd'hui.